Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Cette chronique est commanditée par le Centre d'affaires 3737 qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Vous voyez, je commence ça plus slow maintenant. Je me suis réécouté hier, puis je vois que je rentrais dedans en courant. Là, j'essaie d'y aller plus lentement. J'ai l'honneur, le grand plaisir d'avoir mon mentor en radio devant moi. C'est un homme d'affaires accompli, un bâtisseur de la communauté haïtienne. C'est un nom que j'entends depuis que je suis tout jeune. Et en grandissant, maintenant, je le vois devant moi. Je collabore avec lui, mon ami Steve, je crois. Yeah. Comment tu vas, Steve? Ça va très bien, Greg. Alors, on commence la première question, OK? Qui est Steve, je crois, en tes mots? Bon, c'est un gars qui a débarqué à Montréal en 1974, donc ça fait un petit peu plus de 40 ans. Déjà marié avec... Ouais. La voix, elle est incroyable. un enfant, une fille, et puis ici, on en a produit 2 autres. OK. Et 11 ans après, enfin, avant d'arriver à Stivana, donc j'ai repris un petit peu où j'avais laissé en Haïti, parce que j'étais déjà animateur de radio en Haïti. Okay. En 70-79, j'ai été invité à participer à une émission à CKVL avec mon ami Fred Williams. À CKVL, on y est resté 3 ans. Okay. Et puis, en 85, suivant ce que nous avions concocté dans nos rêves, ma sœur et moi, Anna, nous sommes partis en business, en affaires, et nous avons créé Marché Stivana. Et depuis 30-31 ans, on est en affaires, on est à Montréal, avec des hauts et des bas. On a bien aimé notre expérience. Mais vous imaginez, là, comme, tu sais, moi, j'aime comparer les choses pour qu'on comprenne la portée des chiffres. Il a dit qu'il est en affaires depuis 30 ans. J'ai 39 ans. Donc, quand que Steve et Anna se sont lancés, j'avais 9 ans. Imaginez-vous, là. Oui. Et j'en ai 39 maintenant. Pourquoi un marché et un casse-croûte, Steve? Pourquoi? Explique-nous pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce secteur d'activité-là. Bon, alors, on a côtoyé le commerce dès notre enfance. Hein. Oui. Ma sœur à moi, ma mère était commerçante, mon père agriculteur, propriétaire terrien, Oui. sur la ferme de mon père. On appelle ça comme ça, mais chez nous, on appelle ça l'habitation de mon père, qui, avec 600 carreaux de terre, en montagne et en plaine, on produisait de la canne à sucre que l'on vendait en partie à la Hasco, mais nous avions notre usine. Mon père opérait une usine, un gros moulin à vapeur, produisait du sirop de canne et puis du clairin qu'on vendait un peu partout. Donc le commerce est baigné là-dedans un petit peu, mais mon père et ma mère n'étaient pas mariés. Donc mon père était riche, mais on n'avait pas toutes les avantages, la jouissance de ces biens-là, de sa richesse, parce que en fait c'est un petit peu compliqué à dire. Mon père nous négligeait un petit peu. Donc, alors, je peux le dire. Oui. Donc, c'est ma mère qui veillait à notre éducation. Mais de peine et de misère, elle est parvenue quand même à se faire un avenir meilleur en voyageant à dos de bourriques, à dos de mulins, un peu partout. Il y avait un marché, ma mère était là, elle avait boutique, elle tenait boutique. Donc, on aidait quand on était en vacances, parce qu'on était à Port-au-Prince à fin d'études, mais quand on revenait, on se devait de mettre la main à la pâte. Donc, on a été baigné tout le temps, on a baigné dans le commerce. Donc, en grandissant, voyant un petit peu toute la difficulté qu'elle avait à nous entretenir, parce qu'on était 6 enfants. On s'est dit, ma sœur et moi, et il va falloir qu'on arrive à sortir notre maman de ces difficultés un petit peu. On devait faire notre part. Donc, en grandissant, on devait la sortir de cette situation précaire.
Et c'est ce que nous avons pensé réussir, c'est ce que nous avons fait à Montréal en 1985, quand on est parti en affaires. Donc, c'était venu le temps. Entre-temps, c'est ma sœur qui nous a fait venir, qui est arrivée ici à Montréal en 69. Donc, moi, je suis arrivé en 74, elle nous a fait venir. Et en 74, quand je suis arrivé, ma mère était déjà à Montréal. OK. Donc, c'était déjà parti, les pieds dans l'engrenage, et puis on a parti ce commerce. Tout ça pour rencontrer un rêve qu'on avait fait depuis notre enfance. Parle-nous de l'environnement d'affaires de la communauté haïtienne, justement, quand tu es parti en affaires. Ça ne devait pas être un environnement excessivement dynamique, si on en juge par qu'est-ce qui se passe maintenant, là. Ouais. Non, on n'a pas été les premiers. Pourquoi tu as posé la question, pourquoi un marché, pourquoi un casse-croûte est bien bon, alors un commerce, c'est comme un petit marché, là. C'est peut-être avec une nuance, une autre façon de le faire ici à Montréal, mais c'est à peu près la même chose. Oui. Donc, un commerce d'alimentation. Eh bien, c'est peut-être que ça aurait pu être autre chose. Mais c'est un accident ou bien une coïncidence, tout simplement. Donc, étant donné qu'on en rêvait, donc l'occasion s'est présentée à un certain moment donné. Moi, je travaillais, ma sœur travaillait aussi. Moi, j'étais à la Banque nationale, oui. ou bien chez Desjardins en ce temps-là. Et puis, elle travaillait à Revenu Québec, Revenu Canada en ce temps-là. OK. Donc, on était chacun occupé à ses affaires. J'avais déjà des enfants, elle aussi, mariée. Donc, l'occasion s'est présentée. Je me suis dit, bon, alors, on va y aller. Mais on n'avait pas d'argent. Comme beaucoup d'entrepreneurs au départ. Il n'y avait pas d'argent, même si j'étais à la banque, on m'a refusé un prêt. Écoute, c'est avec les sous de ce que nous avions, nous, en fait, d'économie, ma soeur et moi, et des amis, des parents qui nous ont avancé un peu d'argent. Donc, les études de faisabilité ne comptaient pas, là, bien sûr. Il n'était pas question. On avait même les plans d'affaires et puis le bilan pro forma. On n'avait même pas d'argent pour commencer ça, là. Mais finalement, on a ouvert boutique. C'est pas là où on se trouve maintenant. On a commencé sur la rue Jean Talon, dans un petit sous-sol. On a loué un petit local et trouvé quelques équipements disparates. On a étalé ça. Mais j'étais déjà à la radio. Je pense que ça nous a servi. Okay. Parce que, donc, j'avais un nom, en quelque sorte. En fait, c'était à CKVL. Dans ce temps-là, j'étais à CHRS. Donc, avec un petit peu de promotion. Donc, les gens sont accourus. Mais quand c'est arrivé, le magasin était presque vide. On vendait. Et puis, le lendemain, vite, on allait acheter à nouveau. Tant de peine et de misère, de fil en aiguille. Eh bien, nous nous sommes retrouvés sur la rue Bélanger 6 mois après. Et puis, ça a vraiment démarré comme il faut. 30 ans, c'est pas 30 jours. Ça fait 30 ans que tu évolues dans la communauté, dans notre communauté, la communauté haïtienne. Tu as fait affaire à cette communauté-là toute ta vie. OK? Chemin de croix ou partie de plaisir? C'est un mélange des deux. C'est un mélange de notre petit plaisir. C'est quand on a commencé et qu'on a vu. Bien entendu, c'était inquiétant. On s'est lancé dans une affaire dont on ne possédait pas tous les rouages. Là. Oui. On a pris une chance, en quelque sorte. On s'est lancé, on n'avait même pas d'argent. Donc, je continue à travailler à la banque en attendant, parce que je ne pouvais pas lasser mon travail du jour au lendemain comme ça. Là. Donc, mais quand on s'est rendu compte, quand est venu le temps de déménager, je vous dis que nous avons reçu un fier coup de main aussi d'un entrepreneur italien qui sont les gens derrière le centre de viande Yazenza. Okay. Et pourquoi je lui ai donné un coup de main qu'il a apprécié? Parce que je suis allé le voir, il était sur la rue Beaubien, tout petit commerce, et puis j'étais déjà à la radio, en ce temps-là, c'était sur la rive sud, le 14-10, le 10-40 ou 14-10, dans ce temps-là, à Saint-Jean-d'Iberville. J'avais 3 heures ou 4 heures d'émission le samedi. Alors, je lui ai proposé mes services. Il a commencé par refuser. J'ai insisté. Il a dit, bon, OK, on va essayer. Parce que je l'avais connu à la plaine, dans un abattoir où la communauté se allait s'approvisionner en viande. Je me souviens de ce temps-là. En fin de semaine, à l'abattoir. Donc, nous voilà acheter viande. Donc, on s'est revus et puis je lui ai proposé mes services. Il a commencé par refuser. Finalement, il a accepté. Alors, je lui ai fait une belle promotion. Dans ce temps-là, c'était l'émission, mon émission à moi sur CHRS, c'était l'émission.
Et puis finalement, 3 mois plus tard, quand je suis passé voir, il dit arrête la publicité. Pourquoi? Il dit j'ai plus d'espace, je peux plus servir. Je suis dans mes petits souliers. Wow. Alors 6 mois plus tard, il a déménagé là où il est, sur la rue Bélanger. Bélanger. Il a acheté un concurrent là où je me trouve présentement OK. pour éviter que le concurrent amène face dans la boucherie, dans Oui. la viande. Mhm. Il l'a acheté et il me l'a proposé. Et donc, un retour d'ascenseur parce que j'ai rendu service. Oui. Je n'ai pas rendu service parce qu'il a payé ses services. Là. Oui, Mais oui. il a apprécié. Il m'a dit, si j'étais déjà ouvert sur la rue Jean-Talon, il m'a dit, si tu veux venir, j'ai une place pour toi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé Wow, sur la rue Bélanger. OK. Donc, c'est extraordinaire. Je ne l'ai jamais oublié. Je le mentionne à chaque coup aussi. Oui. Parce que sans lui, peut-être, je ne sais pas où j'en serais. Peut-être que j'aurais continué j'aurais survécu, mais il m'a facilité en quelque sorte là ça. Et dès que je suis arrivé sur la rue Bélanger, ça a fait boum. Oui. Et puis quelques mois plus tard, j'ai laissé mon travail pour m'occuper de mon business. D'accord. Ça, c'est les bons côtés de la communauté. Les bons côtés. Là, Mais- Parle-nous des côtés plus difficiles. Parce que souvent, on entend parler les consommateurs qui parlent du service à la clientèle, qui parlent de ci, qui parlent de ça. Mais on entend très rarement l'entrepreneur dire son point de vue à lui. Comment c'est être en affaires dans la communauté haïtienne? Comment on le vit? Les difficultés de l'entrepreneur. Là, les gens vont dire comme ça, mais c'est pas notre problème à nous. Ben oui, c'est notre problème. Parce que c'est pas donnant, mais c'est des vases qui sont communicants. On collabore avec l'entrepreneur et il collabore avec nous. Mais c'est ce que ça devrait être, d'ailleurs. Parlons des difficultés, Steve. Difficultés, en fait, il y en a eu quelques-unes. Enfin, des difficultés. C'est des joies et pleurs, le business de la communauté. Moi, notre commerce me gardait très proche de la communauté. C'était pas, on n'avait pas décidé de faire un commerce haïtien. Donc, il n'y avait pas de pensée faire strictement haïtien ou bien ouvert sur tout le monde, parce que tout le monde pouvait acheter. Oui. Mais on était resté très proche. Quand nous sommes arrivés, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait... Méli-Mélo était là un an avant nous. OK. Et puis, il y avait Fruiterie Pascal. Et puis, il y avait Provision Dizaine. Il y avait Jacques. On était peut-être 3 ou 4 propriétaires haïtiens de commerce offrant du service, donnant du service à la communauté haïtienne, mais pas des propriétaires haïtiens. Mais par contre, il y avait Katib, il y avait d'autres. Oui. Donc, nous sommes arrivés et puis nous avons tranquillement pris notre place. La communauté était avec nous, bien sûr. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus exigeants avec nous. OK. Pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas d'accueil, mais il n'y en avait peut-être pas ailleurs non plus. Mais on voyait chez les Haïtiens, on les pointait du doigt. Et puis c'était une raison assez valable pour ne pas y aller. Là. Oui. Et être un petit peu plus réticent à y aller. On venait, oui, bien sûr, mais on nous reprochait toutes sortes d'affaires. Pas de clientèle, on était beaucoup plus cher. Donc c'était toutes sortes d'affaires. En tout cas, les premiers temps, c'était... C'était un peu frustrant. Oui. C'était un peu frustrant les premiers temps. On a fini par s'y faire. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un problème qu'on ne définira pas ici, mais il y a un problème. Ce que l'on peut accepter ailleurs, on ne l'accepte pas chez nous. Et puis, ils sont très prompts à le dire, à le déclarer de tout haut ou bien à nous condamner. C'était assez pour ne pas revenir. C'était pas assez. Alors que ailleurs, on peut fermer les yeux facilement. Donc, c'était peut-être ça, mais malgré tout, il y a le support. Il y a le support de la communauté haïtienne, parce que moi, j'ai été là pendant mes 30 ans. C'est la communauté qui m'a soutenu. Mais peut-être que je me suis dit que j'aurais dû avoir un petit peu plus de compréhension, de support de cette communauté. Oui. Mais est-ce que moi aussi, la façon dont je fonctionnais, ça justifiait un petit peu, est-ce que je méritais un meilleur rapport aussi? Il y a la question à se poser aussi. Là, tu vois? Parce qu'on m'a toujours opposé d'être resté peut-être tout petit, d'avoir pas grandi, et c'est vrai. Et c'est vrai, je le reconnais. Est-ce que ça aurait changé leur appréciation, leur vision du travail que je faisais? Je ne sais pas. Mais le fait que je sois resté petit m'amène à me poser des questions. Est-ce que la communauté aurait été beaucoup plus magnanime vis-à-vis de nous, c'est que d'être resté un petit commerce de quartier, en quelque sorte. Un dépanneur, comme les gens disent. Parlons de ça, justement. On regarde l'environnement d'affaires de la communauté haïtienne ici, et il y a un projet actuellement qui s'appelle le projet Consommons haïtien.
pour ça, justement, essayer de démystifier, aider, promouvoir, faciliter la tâche, une des grandes questions, après le service à la clientèle qui est omniprésent, une autre des grandes questions que les gens ont, c'est pourquoi, justement, chacun de ces commerçants-là veulent être roi? Bien, la perception qu'ils ont, c'est que le commerçant veut être roi de sa petite montagne oui. et pas collaborateur se mettre dans ensemble, dans un Everest un gros projet, ou un projet beaucoup plus Kilimanjaro. large, oui. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça, Steve? Je regarde, par exemple, pour ne pas nommer, je regarde Adonis a été fondé devant nous Oui. et on voit... Samy aussi. Samy Free Samy aussi. Et on voit la croissance fulgurante que ces entreprises-là ont eue. Samy particulièrement à cause de notre support, disons. Définitivement, c'est vrai. oui. Pourquoi on n'est pas capable de reproduire ce même exemple-là? Pourquoi on ne semble pas capable de reproduire ce même exemple-là dans notre communauté? Il y a eu une tentative au début de la création de Stevana. Plusieurs des entrepreneurs haïtiens derrière des commerces, on a fondé une association des marchands haïtiens, de propriétaires haïtiens, je ne me rappelle pas comment, une association. Ouais. Donc, c'était dans le but de regrouper nos achats pour pouvoir des économies d'échelle et retourner ça à la clientèle. Mais ça a été une expérience traumatisante. Traumatisante, qu'il dit. Greg, oui. Ça a été une expérience traumatisante. Les membres, une association, donc les membres, donc les propriétaires qui sont associés, c'était le problème, ça a créé tout un problème. Il y en a qui disaient que c'était les plus gros qui allaient profiter des avantages qu'on pouvait retirer de cette association. Et c'était assez pour ne pas vouloir continuer l'expérience, de ne pas vouloir collaborer. Donc, c'est pas croyable ce qui est arrivé. On nous accusait, mais dans ce temps-là, moi j'étais le président, Méli-Mélo vice-président, et M. Pascal, on nous accusait de toutes sortes de péchés, de détourner l'argent, ou bien si on faisait une commande, étant donné qu'on était des petits, on faisait de petites commandes, mais ça ne nous évitait pas de payer plus cher parce que ce n'était pas encore les grosses commandes, mais c'était un point de départ pour commencer. Et qui était membre de l'association, préférait aller s'approvisionner, le même produit, aller acheter ailleurs, plutôt que de l'acheter son argent est investi dans l'association, mais il va acheter ailleurs de préférence. Wow. Non, en fait, expérience traumatisante. Très traumatisante. Donc, ça n'a pas survécu. Après 1 an, on a été obligé de fermer. Donc, 1 an? 1 an d'association, oui, je pense que oui. Un petit peu plus, un petit peu moins. On a retourné ce qui restait des cotisations de ce qu'on avait mis de côté. Et puis, ça a été fini l'histoire de l'association. Donc, c'est une expérience qui est vraiment traumatisante. Donc, alors, imaginez un petit peu, nous sommes des propriétaires, nous ne pouvons pas nous comprendre, collaborer, se supporter. Imaginez les clients qui vont aller chez Samy, qui vont aller chez Adonis pour toutes sortes de raisons, parce que nous n'étions pas capables de nous mettre ensemble. Il y avait des propriétaires, des grossistes en alimentation qui ont entendu parler de cette démarche, qui nous courtisaient. Venez nous voir, venez, on va commander pour vous. Mais nous n'avons pas pu concrétiser tous ces rêves-là. Donc, c'était déjà là. Donc, il y a le client qui nous demande de faire un petit peu plus que les autres, qui ferme les yeux sur la qualité de service qu'on peut recevoir. Vous arrivez chez Azendia, on ne vous dit pas bonjour, mais on exige que chez Stevana, on vous dise bonjour. Et si Stevana ne vous dit pas bonjour dans le temps qu'il faut, c'est déjà un prétexte pour ne pas revenir. Est-ce que oui, regardez, Ah oui, il est déjà riche là maintenant. Mais malgré tout, je dis, ils sont là. Oui. Le client est là. Il vient, mais je présume qu'il vient parce il y en a qui... Forcément, oui, je l'ai vécu, il y en a qui viennent régulièrement. Et c'est un pourcentage minime, soit-il, qui décide
nous, on va acheter, c'est les Haïtiens. Mais en gros, surtout les gens aisés de la communauté vont aller ailleurs parce qu'ils ne veulent pas s'identifier avec toi. T'es petit, t'es resté petit. Peut-être que si j'avais grandi comme Samy, comme Adonis, peut-être que je ne l'aurais pas vécu comme ça, ou bien ça ne se présenterait pas de cette façon-là. Mais étant donné que tu es tout petit, c'était une raison additionnelle pour ne pas venir. Venir seulement quand il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, on venait de reculons. Alors, tu viens, oui, je viens, mais ils cherchent un prétexte pour ne pas venir. C'est toujours plus cher, toutes sortes d'affaires. Mais c'était une expérience que j'ai faite, une très belle expérience. Une autre de tes passions, Steve, la radio. Tu es le premier Haïtien à se voir confier une émission sur les ondes d'une radio commerciale, alias CKVL. Tu as co-animé avec Fred Williams. Okay? La radio t'a amené à l'industrie de la musique. Tu es un vrai mélomane, de ce que je vois. Tu as fait tes premières armes comme manager du groupe Dixie Band au début des années 80. Comment c'était allé chercher ça? Parle-nous de ça. Nèg la fouillé, le fouillador. Parle-nous de ça rapidement, Steve. Bon, la radio, écoute, quand on y a goûté, écoute, on revient forcément. Là, ça a commencé avec Résil en Haïti. J'ai fait plusieurs stations de radio. J'ai fait avec la radio de M. Héra, Radio Port-au-Prince. J'ai fait un petit tour chez RNM, c'était à ses débuts, même à Radio Haïti aussi. Donc, en arrivant ici, je suis associé à Fred Williams et pendant 3 ans, on a été la terreur des dimanches soirs ici à Montréal, sur les ondes, le Carnaval des Antilles. Bon, alors, la musique, étant donné que j'étais à la radio, donc j'étais devenu un artisan de la musique, parce que la radio et la musique, se côtoient quelque part. Donc, il y avait à un certain moment donné le Tuko Bouzi, qui était le band leader de Dixie Band, qui m'a approché, il me dit, écoute, est-ce que tu peux nous supporter? Bon, j'ai hésité, finalement, oui, j'ai été le manager pendant un certain temps. C'est une expérience que j'ai apprécié par bout, mais que je regrette aussi parce que il y a eu des vertes et des pas mûres qui ont été dit. Oui. Et expérience. Bon, écoute, j'ai essayé de voler au-dessus de ça, je suis passé par ça, mais c'est une expérience là encore traumatisante parce qu'il ne m'a pas compris, il est allé à la radio pour me dénigrer alors que j'avais dépensé tous mes sous pendant 2-3 ans à soutenir un orchestre et j'en ai retiré aucun profit vraiment personnel et j'ai fait qu'investir dans un trou dans ça là, la musique avant le Missile 727, la musique ici à Montréal ne rapportait pas grand chose. Le jazz local qui appelle. Les groupes locaux, ça n'allait pas, on faisait une petite soirée une fois parfois, ça réussissait, mais il y avait pas, on n'attirait pas de l'argent. C'est avec le Missile 727 qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des possibilités de faire de l'argent ici à Montréal. Mais j'ai apprécié et puis à un certain moment, je me suis retiré. Donc, je suis devenu organisateur d'événements. Oui. Depuis ce temps-là, je suis associé avec cette entreprise-là, avec cette industrie, la musique. Je fais des événements ici et là, le 1er janvier, un peu partout. Mais justement, je vais te poser une question. Là, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, puis tout ça. Mais je vais la poser pareil, parce que mon micro m'a dit semblé. Parlons de cette industrie-là, justement. Tu es promoteur de bal, donc tu sais exactement de quoi que je parle. Nuit d'Afrique, un festival. Je pense que le budget est 1,5 million, je pense, ou dans les horizons. Le festival de jazz a un seul festival par année. Tellement gros que... c'est quoi? J'ai un blanc. La compagnie qui les a achetés, Evenco? Oui, Evenco les a achetés tellement qu'ils sont profitables. Oui. OK, le gros Spectra. La communauté haïtienne, OK, on a 2 festivals cette année. Ces festivals-là ont probablement la moitié du budget de Nuit d'Afrique. On a le double, le triple, le 4. Bon, on a peut-être 10 fois plus de population comparé à la communauté africaine. Et pourtant, on a 2 festivals et nous soi-disant dit, en tant que communauté, que l'union fait la force. Explique-nous pourquoi l'industrie du HMI est aussi morcelée et qu'on n'est pas capable, encore maintenant, de faire un festival, de regrouper nos forces et de faire venir les jazz régulièrement, de manière structurée, ordonnée. Pourquoi c'est encore difficile maintenant
de faire ça? Tu as 2 minutes pour répondre. Bon, alors, il faut croire aussi, il faut comprendre aussi que Nuit d'Afrique, ça fait 25 ou 26 ans, donc ils ont commencé tranquillement, mais ils ont été patients. Ils ont été patients. Et puis, c'est un spectacle avec une vision de spectacle, vraiment, pas de vision de danse. Notre musique, nous, c'est de la danse. Ça peut faire une différence. Mais ils ont été patients. Les premiers temps, c'était très difficile pour le Nuit d'Afrique. Moi, j'ai vu les artistes débuts. invités par Nuit d'Afrique, parce que dans la rue, un petit peu, écoute, avec les moyens du bord. Mais Touré a persisté. Il a persisté, il a persisté. Il avait un rêve et puis il a persisté. Aujourd'hui, c'est devenu gros. Là. Et l'année dernière, on a augmenté leur budget, donc, le gouvernement. Mais peut-être que j'étais beaucoup mouillé pour quelque chose avec la belle prestation du Taboukabo. Mais nous, c'est une musique de danse. C'est une musique de danse. Et Nuit d'Afrique ne s'attend pas, n'est pas assis sur la communauté africaine. La Nuit d'Afrique est internationale, avec des artistes venant de partout aussi. C'est-à-dire que le compas est un petit peu plus limité. Donc, c'est surtout les Haïtiens. Et puis, nous n'avons pas accès au centre-ville. Nous ne sommes pas au centre-ville, donc dans les petits coins. Donc, c'est les Haïtiens qui fréquentent. Mais pourtant, il y a eu de très bons essais. Par exemple, je me rappelle, sur le Parc Jarry, les premiers temps, ça avait marché. Oui. Au Parc Jean Drapeau aussi, ça a marché. Donc, à Laval aussi, au Salon de la une expérience, une seule expérience, ou deux à Laval. Oui. Ça a bien marché. Mais depuis quelque temps, étant donné que la formule ne se renouvelle pas non plus, là, c'est un peu toujours les mêmes choses. Il n'y a pas un show spécifique pour le festival. On vient comme si on venait à animer une soirée de danse. Donc les gens se sont désintéressés. Donc il faut avoir des groupes de tête, ça coûte relativement cher. Les groupes ne comprennent pas qu'un festival n'est pas si payant que ça. Des fois, ils exigent beaucoup plus que pour animer une soirée. Et le groupe, pour un festival, exige davantage pour son cachet. Le groupe joue une demi-heure de temps, exige le double du cachet qu'il exigerait pour animer une soirée. Donc, il y a toutes sortes d'explications qui fait que nous traînons de l'arrière et puis les promoteurs ne sont pas ensemble. Tout le monde se jalouse l'un l'autre. Donc, le problème, c'est peut-être par là. Le problème du business haïtien ou qui manque de soutien et puis les activités culturelles aussi, ça, il y a un rapport, il y a un lien à faire avec ça. C'est une roue qui tourne. Oui, c'est effectivement. Steve, le temps nous bouscule malheureusement. C'est dommage. Écoute, on va devoir refaire ça. Tes 3 à 5 prochaines années, Steve, on doit s'attendre à quoi de toi? Bon, alors, tu sais que j'ai fermé le marché Stivana et puis on a sur un projet de restaurant à la place du marché et puis qui traîne parce que nous n'avons pas été chanceux. 2 entrepreneurs nous ont explosé en plein visage. On a perdu un peu de sous. Mais on y croit encore parce que c'est encore là. On voit encore du monde pour essayer de... Donc, peut-être c'est là. Peut-être ouvrir peut-être un autre Stivana par les temps qui courent. Mais on garde la restauration. Là, c'est assuré. Donc, on aménage la place et puis on l'ouvre. Ça aurait dû être déjà effectif, mais sauf parce qu'on a, comme je te dis, on a buté un petit peu, mais le rêve est encore là. On sera encore en affaires pendant les 3 prochaines années. Mais peut-être beaucoup plus gros parce que notre expérience nous fait croire qu'on aurait dû grandir. Donc, il n'y a pas de retraite pour toi en vue, là? Ben, semi-retraite, oui, retraite, semi-retraite, mais je ne veux pas partir tel quel comme ça. Il faut que je me remette sur les rails, Stivana sur les rails, avec un restaurant comme je l'avais annoncé. Un incontournable, ce Steve, je crois. Merci beaucoup, beaucoup, Steve, d'avoir passé ce temps-là avec nous. Malheureusement, tu vas devoir revenir parce que j'ai beaucoup d'autres questions à te poser. Mais je te félicite aussi pour le travail que tu fais, l'approche, parce que tu n'étais pas le premier à parler de consommation haïtien, qu'on devrait consommer à l'intérieur des murs de la communauté. Mais ton approche me semble être celle qui devrait donner un certain résultat. Tu es bien entouré, c'est bien vendu, même si on en a parlé, mais il n'y avait pas un effort dédié à cette démarche. Mais là, je te sens impliqué. Je te dis félicitations, bravo. Je pense que ça devrait réussir. Et puis, notre ami qui nous quitte, Johnny qui s'en va. Il a commencé avec moi. Et puis, je sais que c'est un gars extraordinaire. On a fait la Coupe du Monde ensemble. Avec son père. Je te souhaite bonne chance, Johnny. Et puis,
Alors, on va garder le contact. Garde le contact avec Montréal Pluriel. Et puis toi, Greg et Nel, bravo, félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, merci beaucoup. On te suit, Steve. Merci beaucoup de tout le support que tu nous as accordé et que tu continues à nous accorder. Et maintenant, j'ai envie de refaire ça, fait que tu vas revenir très rapidement. Merci. Montréal Pluriel, votre émission du matin. L'excellence a un nom, mes amis, et ce nom, c'est Montréal Pluriel. On clôt la dernière de Johnny en lui disant au revoir. On écoute une sélection de son choix. Et je vous retrouve demain, exceptionnellement. Je serai à la barre de Chant Libre demain matin. On va avoir du plaisir. Merci. Vamos lá. Rasta sandália aí. Pode pedir qualquer coisa, imaginar o que quiser, qualquer hora, não importa o que aconteça.